Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. You can take for the translation. Okay. Mein Name ist Martina Michels. Ich bin Mitglied im Europäischen Parlament und komme von der Fraktion Vereinigte Linke. Diese Pressekonferenz, ich bin Mitglied im Ausschuss für unter anderem für Medienfragen und gleichzeitig in der Delegation EU-Türkei. Später zu uns stoßen wird meine französische Kollegin Marie-Christine Vergiat, die momentan noch im Plenum Aufgaben zu erfüllen hat. Wir haben diese Pressekonferenz einberufen aus aktuellem Anlass. Sie wissen, dass die Medien- und Pressefreiheit, aber auch das Recht auf Informationen nach unserer Auffassung und nach der Auffassung der Mehrheit zu den Grundrechten in der Europäischen Union gehören. Wir erfahren täglich neue Meldungen aus der Türkei, die ja von offiziellen Seiten der Europäischen Union gerne als Schlüsselpartner der Europäischen Union, wenn es zum Beispiel um die Flüchtlingsfrage, um das Lösen des Flüchtlingsproblems geht, auserkoren wird. Und wir erfahren bei diesen Meldungen leider auch immer wieder, wie die Menschenrechte, die Rechte der Medien mit Füßen getreten werden. Und wir können hier, glaube ich, eine lange Kette von Repressionen aufzählen. Wir haben hier mehrfach schon Pressekonferenzen abgehalten und auch im Plenum diese Fragen mehrfach thematisiert. Aber es gibt neuerliche Fakten, die eigentlich für uns unannehmbar sind. Das sind die Fakten, dass das Regime unter der Leitung von Erdogan jetzt auch daran geht, alle oppositionellen Sender, insbesondere natürlich pro-kurdische oder regierungskritische Sender systematisch zu schließen. Darunter zum Beispiel sogar ein Kinderkanal, ein kurdischer Kinderkanal, der nicht mehr senden darf. Das wird alles mit dem Ausnahmezustand von offizieller Seite begründet. Das ist für uns nicht hinnehmbar. Und wir sind auch der Meinung, dass wir als Europäische Union, auch als Europäisches Parlament in dieser Situation nicht schweigen dürfen, denn auch die Europäische Union ist inzwischen involviert über den französischen Sender Eutelsat, der am 3. Oktober 11 Uhr den Sendebetrieb eines kurdischen Senders auf Druck von Erdogan eingestellt hat. Insofern geht uns das auch hier auf europäischer Ebene was an. Wir haben zu dieser Pressekonferenz Journalisten direkt aus der Türkei eingeladen, die allesamt sich selber auch noch mal vorstellen werden. Ich erspare mir jetzt die Namen zu verlesen, weil ich das unter Garantie falsch machen würde. Sie stellen sich also selber vor. Sie sind allesamt Journalisten, kommen aus der Türkei und würden gerne aus direkter Hand die Informationen an die Medien weitergeben. Ich denke, wir beginnen vielleicht mit Frau Aslan als Frau und gehen dann weiter, dass Sie ein kurzes Statement geben und Sie dann Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Die Pressekonferenz wird in 6 Sprachen übersetzt. Insofern haben Sie die Möglichkeit, glaube ich, alle Fragen auch in Ihrer Muttersprache zu stellen und auch die Originalinformationen zu erhalten. Frau Aslan, vielleicht fangen Sie an. Okay. Avant tout, j'aimerais remercier Madame Martina Michels et Madame Marie-Christine Vergiat et à la gauche plurielle qui nous permet de nous exprimer ici au Parlement européen en tant que journaliste kurde vivant en Turquie et en Europe. En fait, je suppose que vous êtes tous à peu près au courant de ce qui se passe en Turquie et surtout du point de vue de la situation des médias en Turquie.
Et déjà auparavant, la situation n'était pas très brillante, mais depuis l'année dernière, depuis le 24 juillet 2015, la situation de la presse en Turquie est vraiment critique. Et donc, les arrestations sommaires, torture pendant la garde à vue, arrestation, enfin des situations, des stations de télévision. Enfin, on en voit tous les jours. Aujourd'hui, en Turquie, il y a plus de 90 journalistes qui sont derrière les barreaux, qui sont en prison juste parce qu'ils sont journalistes et ils ont fait des informations, des dossiers, des bulletins d'information concernant la situation des droits de l'homme, des droits de la femme, où on critiqué la politique du gouvernement. Et ces journalistes sont toujours en prison. Il y en a qui ont des peines à vie, et donc des journalistes qui ont peut-être critiqué la politique de l'État turc, du gouvernement turc, par rapport surtout à ce qui se passait en Syrie et le soutien des informations qui m'ont démontré, et le soutien comment dire, le fait que le gouvernement turc ne faisait rien contre des groupes armés et considérant terroristes comme le Daesh. Donc il y a des journalistes qui sont emprisonnés juste pour ça, parce qu'ils ont informé la communauté, la population de ce qui se passait en Turquie. Mais ce qu'on voit ces derniers temps, surtout avec le revirement sur la question kurde en Turquie, la politique de l'État qui a changé par rapport à la question kurde, puisque après 2013, il y avait une politique qui cherchait des pourparlers, peut-être résoudre la question kurde par la voie de la dialogue, mais cette politique a changé depuis juillet 2015, donc c'est plus une politique répressive qui a été mise en marche. Et avec cette politique répressive, la population, en même temps que la population, la presse aussi, elle est sous répression. Donc, les personnes, les journalistes qui qui subissent cette répression sont les journalistes d'opposition. Donc, pour la plupart des journalistes kurdes, vous savez peut-être que l'agence de presse Pro-Kurde Dicle Haber Ajansı a plus d'une trentaine de reporters qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont reporté des informations qui se passaient dans les villes kurdes. Et dernièrement, il y a des stations de télévision qui ont été fermées et il y en a une qui s'appelle Hayat TV, qui était de gauche aussi, une télévision qui diffusait des informations de gauche, donc qui essaie de donner de la place dans ces informations plus aux travailleurs, aux femmes, aux personnes de gauche, et qui a été fermée. À part ça, toutes les autres stations de télévision fermées, les 11, sont des télévisions kurdes, enfin, qui visaient une population kurde. Et MGTV, qui était une des alternatives, une des médias alternatifs qui était très regardée en Turquie, et pas seulement par les Kurdes, mais par toutes les personnes qui étaient opposants au gouvernement. Donc il y avait une réelle population qui le regardait, et a été fermée hier. Hier, la police est partie dans leurs locaux et les journalistes ont été arrêtés en direct, parce que la diffusion en direct, elle continuait. Et cette chaîne avait été répressée et avait été sur Turksat, donc le satellite de l'État turc, et qui a été jeté par Turksat et qui était parti sur le satellite Hotbird. Mais hier, on a vu en direct des journalistes se faire arrêter en Turquie. Et après Image TV, donc tous les bureaux de toutes des stations de télévision et de radio qui ont été fermés sont scellés. Donc il y a la main mise sur tout ce qui leur appartient, tout leur matériel. Et donc ils ne peuvent pas travailler, et puisqu'ils n'ont plus de bureau, ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus de caméra, on leur prend tout, pas seulement leur travail. Et après, la police est partie à une autre radio qui s'appelle Özgür Radio, qui diffusait depuis depuis 22 ans et qui a été fermée jusqu'à aujourd'hui, en 22 ans, 3 fois. Donc hier, on a vu des journalistes femmes tirées par les cheveux, traînées par terre et par la police turque. Donc je pense que les journalistes, nos collègues femmes qui ont été traînées par leurs cheveux par terre, c'est la liberté de la presse qui a été traînée par terre en Turquie.
Et donc, la situation, elle est très critique puisqu'il n'y a plus de médias qui vont pouvoir critiquer le gouvernement, enfin la politique du gouvernement. Il reste quelques journaux, dont Cumhuriyet, Evrensel, et pour une petite partie Sözcü, mais et aussi ils sont sous la menace d'être fermés. Ils peuvent être fermés n'importe quand. Et donc, toute cette répression envers la liberté de l'information et la liberté de la presse n'est pas complètement déliée de ce qui se passe politiquement en Turquie. Donc, il y a un régime qui devient de plus en plus totalitaire et qui ne supporte plus le moindre critique, et qu'on sait que la critique, c'est la base de la démocratie. On sait que la liberté de la presse, c'est la base de la démocratie dans un pays. Et quand il n'y a plus de liberté de presse, quand il n'y a plus de liberté d'expression et liberté de l'accès à l'information, parce qu'il y a une très grande censure aussi sur Internet, donc tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est les sites de partage de liens sociaux sont complètement censurés en Turquie. Et donc, c'est vraiment, on ne voit... Quand j'étais toute petite, il n'y avait que TRT. Et aujourd'hui aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule chaîne qui diffuse que ce que le gouvernement et l'État veut dire. Et donc, et toutes les voix des autres, des opposants ou bien des personnes différentes qui ont une... Je crois que je dois terminer, qui sont différents ethniquement, religieusement, peut-être, qui choisissent une vie différente, n'ont plus du tout accès à l'information, n'ont plus de droit de s'exprimer ou n'ont plus du tout le droit de diffuser de ce qu'ils ont, enfin, de l'information, peut-être de ce qui se passe réellement en Turquie. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich weitermachen, Herr Demirel. Oder, ja, bitte. Bonjour, d'abord. Je voudrais plutôt me concentrer sur ce qui se passe ici en Europe, parce qu'on connaît déjà la situation des droits de l'homme, de la liberté de la presse et de l'expression en Turquie. Nous savons très bien qu'il y a une dégradation depuis des années, et aujourd'hui, même les associations des droits de l'homme parlent plutôt de l'instauration d'un système fasciste. C'est l'avis de l'association des droits de l'homme en Turquie. On parle d'un tel dérive, mais pas vraiment des dérives, mais la systématisation d'un nouveau régime qui s'installe en Turquie. Mais face à ce régime qui bafoue la liberté de la presse, qui emprisonne et qui traîne les journalistes par terre, il y a vraiment un silence, même une collaboration, une complicité en Europe. Aujourd'hui, il y a 2 jours, on a vu en Europe qu'il y a une chaîne de télévision kurde qui s'appelle Mednuce, qui était l'une des dernières voix qui critiquait, qui relatait et rapportait les informations sur ce qui se passe au Kurdistan, en Turquie et au Moyen-Orient, surtout concernant la lutte contre Daesh aussi. Cette télévision a fait l'objet de l'interruption par le groupe français Eutelsat, dont la France est aussi actionnaire de cette société. C'était je vais faire d'abord un petit résumé. Le 29 septembre, on a reçu d'abord un email, donc rien de plus qu'un email. Aucun avertissement, aucune enquête, ni un procès. Ils ont demandé au distributeur Ortput, qui diffusait la chaîne de télévision kurde Mednuce, de fermer, d'interrompre la diffusion de cette chaîne dans quelques jours. Mais après plus de 3 jours, on a entendu la fermeture. Et c'était le 2 octobre, je crois, oui. Le 2 octobre, il y a eu un autre message, encore par email, que Ortput a reçu. Ils ont demandé d'interrompre la diffusion de cette chaîne le 3 octobre à 10h. Donc, c'est fait. Toute la chaîne, en fait, aujourd'hui, la chaîne ne peut plus diffuser les programmes et on ignore jusqu'à quand on peut
relancer une nouvelle chaîne ou de recommencer dans notre travail. Donc ici, en Europe, nous avons vu que toutes les mesures arbitraires, toutes les violences sans jugement illégales qui se produisent en Turquie peuvent être transportées sur le sol européen. Donc, il faut vraiment une interrogation profonde sur la justice européenne aussi, parce qu'il y a des lacunes qui permettent à ce genre de comportement dangereux, qui envoie des signaux très dangereux au gouvernement turc afin de poursuivre la répression en Turquie contre les médias tout opposants qui critiquent et qui sont dans la recherche d'une démocratie parfaite ou mieux, on peut dire. Donc, il faut plutôt interroger les actes, la justice et les dirigeants européens qui ferment les yeux, qui parfois sont complices de la politique répressive en Turquie. C'est pour ça que je préfère plutôt appeler les médias européens, les institutions européennes, mais aussi les dirigeants et le Parlement européen à passer à l'acte. Parce que chaque moment que nous perdons face à ce genre de danger, nous perdons notre liberté, notre même humanité. Parce que la Turquie joue vraiment très dangereux. Et cette répression change même la politique et les avis, la politique des dirigeants européens face à tous ces crimes qui sont commis en Turquie. Il y avait en fait, je voudrais aussi... Est-ce que j'ai encore... J'ai du temps? J'ai encore du temps? Also mein Vorschlag wäre, dass wir kurze Statements machen. Herrn Gülli wollen wir auch noch hören und dann den Medien erstmal die Möglichkeit geben, zu fragen, weil unsere Zeit ist leider begrenzt. Wir haben den Raum nur für eine halbe Stunde. Deswegen müssen wir leider, wenn die Medien noch die Möglichkeit haben wollen zu fragen, würde ich jetzt Herrn Gülli bitten, dass Sie noch was sagen. Gut, wollen wir gleich die Möglichkeit dem Plenum geben, den Journalisten ihre Fragen zu stellen. Dann können wir, soweit ich gehört habe, haben Sie auch Ihre Materialien, die dort vorne auslegen. Sie können also auch nochmal davon Gebrauch machen, schriftlich Informationen mitzunehmen. Dann würde ich bitten, dass Sie Ihre Fragen stellen. Ja, bitte, und Sie nutzen das Mikro wegen der Übersetzung. Bonjour à tout le monde. D'abord, dans l'appel, en fait, le communiqué de presse parlait les censures en Turquie. Selon vous, et Madame Vergia, à vous aussi, est-ce que, d'après ce qu'on vit en Turquie concernant la situation des médias, en fait, de fermeture de 12 télés, 11 radios, des journalistes comme, justement, c'est un petit exemple, Can Dündar, qui a dû quitter la Turquie parce qu'à tout moment, il peut être abattu physiquement. Et les journalistes, centaines de journalistes qui ont perdu leur boulot maintenant sans travail, comme Hassan Cemal, je ne vais pas citer encore des centaines. Comment qualifier la situation sur le plan à la fois politique, mais aussi juridique? Est-ce que c'est une censure ou c'est carrément l'élimination totale de travail de journalisme en Turquie? Une autre petite remarque, vous avez parlé les chaînes qui critiquent le régime. Exemple, on se pose la question, Zaruk TV, une chaîne juste, il y a des dessins animés traduits en fait à partir de Tintin, de Chinook, de Abey Maya, tous ces dessins animés sur cette chaîne. Est-ce qu'il y a une critique à travers cela? Et le Parlement européen, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire face à cette situation? Mein Vorschlag ist, dass wir Fragen erstmal sammeln
und dann antworten, weil die Zeit wirklich begrenzt ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitteschön. I'm from Turkey. I'm in the European Visitors Program. I want to ask a question that we are all facing the problem in freedom of expression on all the levels. Just you can be Kurdish and also another belonging to another ideology. But the thing is that I will be asking a general question. Is there a way out? Because we are all under pressure in Turkey. Ja, bitte. Juste, il y a le collègue qui a parlé en dernier, il a dit que c'est le temps pour l'Europe qui a montré une sorte de complicité jusque maintenant et de passer à l'acte. Qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il peut espérer de la part de l'Europe qui jusque maintenant, pour plein de sujets, a montré son incapacité de faire? Merci. On représente ici une association, donc une radio associative à Mulhouse, en Alsace. Et du coup, on travaille beaucoup sur l'éducation aux médias. Et est-ce que justement, à l'échelle de l'Union européenne, pour faire prendre conscience aux citoyens européens de l'importance de la liberté de la presse, la liberté d'expression dans les différents pays, est-ce qu'il y aurait des choses à imaginer, justement en termes d'éducation aux médias pour les jeunes, etc., de commun? En tout cas, c'est pratiqué ici et j'aimerais avoir des réponses là-dessus, sur les perspectives en tout cas. Gut, die ersten Fragen gingen ja mehr oder weniger an uns. Ich würde ganz kurz vielleicht beginnen und meine Kollegin Verjar ergänzt dann, beziehungsweise sagt ihre Meinung. Also zu Ihrer Frage, ist es eine Zensur? Ich sage eindeutig, ja, natürlich ist es eine Zensur. Es ist in meinen Augen, sind die Repressalien gegen die Medienfreiheit derzeit in der Türkei nicht mehr zu erklären mit dem Ausnahmezustand, sondern in meinen Augen ist es eine systematische Beseitigung, Einschränkung der Opposition. Man will die gesamte Opposition, das richtet sich ja auch unter anderem gegen Abgeordnete der Opposition, gegen Journalisten. Man will über diesen Weg die Opposition systematisch ausschalten, zum einen, und zum anderen die Meinungsfreiheit derart einschränken, dass sozusagen fast ein Parteiensystem unter der Führung oder der Regentschaft von Erdogan installiert wird, sodass sozusagen alle kritischen Medien systematisch ausgeschaltet werden und auch die Informationen darüber. Zu der Frage der Kindersendung. Ich habe vor 2 Tagen, als wir davon gehört haben, ja eine eigene Presseerklärung abgegeben. Die können wir eventuell auch nochmal nachreichen. Und die habe ich unter die Überschrift gestellt, Biene Maya unter Terrorverdacht. Weil ich glaube, die Frage, dass die Repressionen so weit gehen, dass man Kindersendungen, die für kurdische Zuschauerinnen und Zuschauer oder Kinder gedacht sind, verbietet, ist die Inkarnation an Dummheit und an Frechheit des Erdogan-Regimes, wo man sozusagen darin, glaube ich, sehr deutlich die Absurdität sieht und auch die Absicht, dass alles, aber auch alles, was für Kurdinnen und Kurden an Informationen gedacht ist, ausgeschaltet werden soll. Auf Ihre Frage, wo der Ausweg ist, ich weiß nicht mehr, Sie haben, glaube ich, die Frage gestellt. Ich glaube, wir sind als Europäische Union sehr in die Pflicht genommen. Wir haben ja den Deal zwischen den Staats- und Regierungschefs und der Türkei, der ein absurder Deal ist, der nur dazu dient,
sozusagen Erdogan zu benutzen, um die Hausaufgaben, die wir eigentlich in Europa zur Lösung der Flüchtlingsfrage zu tun haben, ihm zu überlassen. Dass der nicht funktioniert, hat nach wenigen Wochen jetzt schon die Realität gezeigt. Meine Fraktion hat immer und überall im Parlament das Wort ergriffen gegen diesen Deal. Und ich glaube, auch auf Ihre Frage, was die Europäische Union tun kann, es gibt eine Möglichkeit, in der das Europäische Parlament wirksam werden kann. Und möglicherweise ist es sogar die einzige, die wir juristisch haben. Das ist die Frage der Visafreiheit. Sie wissen ja, dass das eine Frage ist, wo zum ersten Mal Erdogan, was von uns, von der Europäischen Union etwas will. Alle anderen Fragen über den Deal sind ja bis jetzt ohne das Hinzuziehen des Europäischen Parlaments gelaufen. Aber diese eine Frage muss im Europäischen Parlament entschieden werden. Und bisher haben wir eigentlich eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament, die sagt, wir werden der Visafreiheit erst dann zustimmen, wenn alle Bedingungen dazu zählen, unter anderem die Frage der Abänderung der Terrorgesetze, aber auch die Fragen der Medienfreiheit, der Menschenrechte dazugehört. Bis diese Bedingungen erfüllt werden, werden wir im Europäischen Parlament der Visafreiheit nicht zustimmen. Insofern haben wir, glaube ich, mit dieser Frage ein Mittel in der Hand, um auch hier im Europäischen Parlament die Debatte wachzuhalten. Ihre Frage zur Medienkompetenz, ja, ich glaube schon, dass wir gut beraten sind, wenn wir über Möglichkeiten der Medienkompetenz, auch unter Einbeziehung der Social-Media-Kanäle, die es gibt, in den Fragen der Bildung auch innerhalb der Europäischen Union Maßnahmen ergreifen müssen. Die Debatte läuft derzeit und ich glaube, dass das einer der Wege ist, über die man eventuell auch bildungsmäßig Fortschritte erzielen kann. Marie-Christine, du willst bestimmt ergänzen. Oui, merci. Tout d'abord, excusez-moi d'être arrivée en retard, mais j'avais une interview avec une radio française sur la question des migrants à Calais, sur lequel je suis intervenue hier, et c'était exactement au même moment. Je suis en train de préparer pour le groupe l'intervention que je vais faire demain pour présenter la candidature de Can Dündar. Donc ça m'a permis de Can Dündar. Et ça m'a permis de mettre à jour mes chiffres sur la liberté d'expression en Turquie. Donc c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir. Je dirais la liberté d'expression a toujours été difficile en Turquie, ce n'est pas nouveau. En 2012, RSF avait fait un rapport en disant que la Turquie avait le triste privilège d'être le pays du monde où la plus grande prison pour journalistes du monde proportionnellement à sa population. Depuis lors, les choses ne se sont pas arrangées. Il y a eu les événements de l'année dernière, les tensions politiques à l'occasion des élections, et il y a eu la tentative de coup d'État au mois de juillet. Nous avons tous dénoncé la tentative de coup d'État. Mais nous dénonçons aussi la répression. Marion, je ne vais pas voir les chiffres, ça s'est éteint. Nous dénonçons aussi la répression qui est à l'œuvre depuis lors. Et c'est pour ça que nous avons voulu présenter la candidature de Dündar, parce que pour nous, c'est un symbole de cette répression. Je voulais vous donner quelques chiffres. À titre d'exemple, pour la seule journée du 27 juillet, l'État turc a ordonné la fermeture et l'expropriation de 45 journaux, 16 chaînes de télévision, 23 stations de radio, 3 agences de presse, 15 magazines, 29 maisons d'édition. Plus de 600 cartes de journalistes ont été supprimées. Plus de 200 journalistes ont été emprisonnés.
la moitié sont aujourd'hui toujours en prison. Je pense que ces chiffres-là sont assez significatifs. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent les événements d'aujourd'hui. D'après les informations que j'ai eues, Eutelsat a répondu à une injonction des autorités turques leur disant que on n'avait pas le droit que la chaîne était interdite en Turquie. Moi, je suis juriste de formation, donc j'ai des défauts et je pose des questions dans ces moments-là. Je dis, mais quelle est la compétence des autorités turques pour dire que cette chaîne n'est pas diffusable en Turquie? Cette chaîne est une chaîne kurde, certes, mais elle n'émet pas depuis la Turquie. Elle a son siège en Norvège. Les informations seraient fabriquées en Suède et la liaison avec Eutelsat est en Belgique. Donc je ne vois pas quel est le rapport avec la Turquie. Donc il me semble que Eutelsat aurait dû demander aux régulateurs de ces trois pays ce qu'il en était avant de répondre à l'injonction des autorités turques. Et je crois que nous avons une bataille juridique à mener par rapport à ça. Le texte qui est à l'origine de ça n'est pas un texte de l'Union européenne, mais un texte du Conseil de l'Europe. Donc nous avons une intervention à faire auprès du Conseil de l'Europe, auprès de nos amis qui siègent au Conseil de l'Europe, puisque c'est la directive régulation du Conseil de l'Europe qui est en cause. Et sur la base de cette régulation, de cette directive régulation, que Eutelsat se prononce pour suspendre, dit-il, et non pas interdire la chaîne kurde. Ils suspendent tant qu'ils n'ont pas la réponse des régulateurs européens, qui sont saisis, paraît-il. Donc je pense qu'il faut aussi faire pression sur les différents pays concernés, la Norvège, la Suède et la Belgique, pour que le plus rapidement possible, il y ait une intervention. Puis le deuxième élément sur lequel je voulais venir, c'était sur que fait l'Union européenne. L'Union européenne est impuissante en la matière. Elle montre chaque jour son impuissance et je ne reviens pas sur ce qu'a expliqué Martina en la matière. Moi, j'ai coutume de dire que M. Erdogan a fait ce que M. Kadhafi avait tenté. Il a fait du chantage à l'immigration et ça a marché. Et en matière de politique étrangère, malheureusement, les principaux décideurs, ce sont les États membres. L'accord UE-Turquie est un accord décidé par les États, par les chefs d'État et de gouvernement. Notre moyen de pression est effectivement le seul qu'a évoqué Martina sur la question de la libéralisation des visas. On nous a expliqué que ce n'était pas un agreement, l'accord UE-Turquie, mais un statement. Pourquoi? Justement pour que le Parlement européen n'ait pas droit de veto sur l'accord UE-Turquie et priver le Parlement européen de ses prérogatives. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter. Vous pouvez compter sur moi pour continuer la bataille à vos côtés comme Martina. Hier war noch eine Frage offen an Sie, wie Sie das meinten, dass Europa handeln muss. En fait, j'avais demandé qu'il faut passer à l'acte. Oui, depuis, même aujourd'hui, on a entendu que l'Union européenne dit, ou le Parlement européen dit toujours oui ou non à la Turquie. C'est pas ça qu'il faut vraiment. Il faut vraiment passer à l'acte et prendre des décisions avec des sanctions. Quand il y a une répression sur les médias, ce n'est pas seulement ça, ça fait partie d'une répression, d'un régime vraiment, d'un régime de plus en plus autoritaire qui a été installé en Turquie. Nous faisons partie, nous sommes en fait l'une des victimes de ce régime. Donc, il faut tout d'abord arrêter et de faire respecter à la justice, à la loi européenne, ce pays qui est candidat de l'Union européenne, qui veut entrer à l'Union européenne. Même dans la crise migratoire,
On a vu que l'Europe marchande toujours avec la Turquie, mais il n'y a toujours pas vraiment une position claire de la part de l'Union européenne. Et même entre les années 2009 et 2013, au moment où il y avait vraiment une répression très dure en Turquie, il y avait toujours des dizaines de journalistes arrêtés, des milliers de personnes, des militants kurdes qui ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire KCK en Turquie. On a vu qu'il y a toujours des accords policiers, économiques et militaires entre les pays européens et la Turquie. Aujourd'hui aussi, on voit que plus la répression est accrue en Turquie, on voit qu'il y a un signal très dangereux venu de la part des pays européens ou de l'Europe. Il n'y a pas vraiment une position claire contre cette répression en Turquie. Par exemple, la France est vraiment actionnaire du groupe Eutelsat. Donc, est-ce qu'on peut dire que la France, l'État France est vraiment indépendante de cette décision, de cette marchandage avec la Turquie? Il faut être peut-être plus naïf pour ça. C'est parce que cette décision implique le journalisme en Europe aussi, qui met en danger le métier de journalisme en Europe. Donc il faut vraiment dire non, il faut vraiment faire quelque chose pour arrêter ce régime, parce qu'il est vraiment dangereux pour la Turquie, pour la région et pour l'Europe. Pour la région, parce qu'il y a vraiment une complicité avec la Turquie et Daesh, qui est un danger pour l'Europe, pour l'humanité. Donc il y a vraiment une dialectique entre tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer à l'acte. Je dis, pas seulement les gouvernements européens, les journalistes et l'opinion publique aussi, parce que ça concerne tout le monde. S'il y a vraiment une rétrécision de la liberté d'expression ici ou en Turquie, ça concerne nous tous. Il faut passer à l'acte, il faut dire non, il faut renforcer la voie de la démocratie et de la liberté d'expression. C'est ce que je veux dire. Ja, herzlichen Dank. Jede Pressekonferenz ist zeitlich begrenzt. Wir bekommen schon das Zeichen. Hier finden noch weitere Pressekonferenzen statt. Wir wollten mit dieser heutigen Einladung zum einen zeigen, dass es Kräfte in Europa gibt, die das so nicht hinnehmen werden, die auch, ich glaube, dass es auch weitere Fraktionen hier im Haus gibt, die mit uns gleicher Auffassung sind. Wir sind gleichzeitig auch der Meinung, heute ein Zeichen gesetzt zu haben, dass Europa nicht ganz unschuldig an dieser Frage ist, dass wir auch Mittel und Wege suchen werden, wie man die Frage von Eutelsat klären kann, weil mit dieser Tatsache, mit der Schließung erstmalig des Senders auf europäischem Gebiet, ist die Europäische Union, glaube ich, auch mitschuld oder hat sich zum ersten Mal ganz offiziell dem Diktat von Erdogan gebeugt. Das werden wir so nicht hinnehmen. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, die wir haben. Die Mittel sind immer begrenzt, das ist klar, weil es immer auch die Europäische Union von politischen Mehrheiten regiert wird, die leider anders sind, als wir sie uns vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, das ist unsere Aufgabe, die wollen wir wahrnehmen. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wir wollten damit auch zeigen, dass das einzige oder das wichtigste Mittel Transparenz und Information ist und hoffen auf dass wir mit dieser Pressekonferenz Öffentlichkeit herstellen konnten zu diesem so wichtigen Problem. Insofern danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme.